Bonjour à tous. Il nous reste 177 jours avant les concours. 177. Déjà 177, c'est incroyable. Je suis content de vous retrouver en tout cas pour cette vidéo. Ah, je suis content. Je suis trop content de vous retrouver. Voilà, je sais pas pourquoi. Je vous présente Darky, ma peluche dragon. Je me suis dit que j'allais la prendre pour animer un petit peu et parce que elle va être mon psychologue pendant ce mois et demi à venir, pendant cette période, quoi. Je crois que c'est 7 semaines qu'on a avant les prochaines vacances. Oh mon dieu, 7 semaines terribles. Ça va être un enfer. Je sais pas comment je vais faire. Bon, je suis très content de vous revoir. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. J'ai vraiment plein de choses à vous dire, donc on va essayer d'être efficace. Déjà, je voulais commencer par vous raconter un truc. J'ai fait mon premier rêve sur mon échec au concours. Voilà, c'est vraiment pas drôle du tout, mais je sais pas pourquoi ça me fait rire. J'ai rêvé que je trouvais pas la salle d'examen. Incroyable, quoi, vraiment incroyable. Qui fait ça? Personne fait ça déjà. Et en plus, c'est la manière la plus nulle de rater ses concours, de pas trouver la salle d'examen. Enfin, c'est juste nul. Enfin, il faut surtout pas faire ça. Bon, bref. Il me reste donc 178 nuits pour faire tous les scénarios d'échecs. J'aurai le temps, voilà, j'aurai le temps de faire ça. Mais en tout cas, ça commence. Donc voilà, si vous êtes inquiet, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et dites-moi si je ne suis pas tout seul non plus à commencer à faire des mauvais rêves. Mais ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Alors, le sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler d'abord du reconfinement, qui est dans l'actualité. Ensuite, on va parler de mes vacances qui ont été assez lamentablement réussies, dans le sens où j'ai réussi à me reposer. Et 3, je vais vous parler des livres que j'ai lus, et j'ai beaucoup lu pendant ces vacances, donc on va s'attarder dessus à max. Et puis, ça fait longtemps en plus que je vous ai pas présenté des livres, donc je suis content de le faire. Voilà, j'ai lu 12 ouvrages pendant ces vacances. J'ai battu mon record. Enfin voilà, j'ai complètement battu mon record. J'espère que ça ne sera pas trop long. Ensuite, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo. Et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler de laisser un like sur cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et puis, j'aimerais que vous me racontiez, comme d'habitude, comme la dernière fois en fait, ce que vous avez fait pendant ce mois, pour qu'on fasse notre bilan ensemble. Et c'est très intéressant. Et j'ai été très très intéressé de lire vos histoires de rentrée en gros, comment ça s'était passé pour vous, et ça m'a beaucoup intéressé, voilà, dans la dernière vidéo, donc j'aimerais bien que vous continuiez à me parler de ce que vous faites, de ce que vous avez fait pendant ce mois d'octobre, vos vacances, etc. Voilà, ça pourrait être super intéressant. Alors, premièrement, reconfinement. C'est pas le sujet le plus drôle à aborder. Je remets ma capuche. Bon, reconfinement. Vous savez, je pense que vous le savez, hein, que les prépas de toute façon sont considérés comme des lycées, comme de toute façon on est étudiant en lycée, et donc on continue d'aller en cours comme les lycéens et pas comme l'enseignement supérieur qui se fait à distance. Donc on est préservé du confinement absolument généralisé, ce qui est une bonne chose honnêtement quand on a les concours à la fin. Imaginez faire tous vos cours à distance, ce serait vraiment incroyable. Ce serait pas une bonne expérience pour l'avoir vécu en tout cas. Donc voilà, renforcement des mesures de précaution, etc. On n'a pas encore les consignes, nous, au lycée. On va les avoir bientôt, je pense. Mais bon, ce sera juste plus de sécurité, faire plus attention, on va être moins nombreux. Peut-être, alors je me dis aussi peut-être qu'ils vont faire des cours genre une semaine sur deux, c'est-à-dire une semaine en présentiel, une semaine à distance. Ça pourrait peut-être se faire comme ça, je ne sais pas. C'est pas inenvisageable. Autre chose, ça va être pesant évidemment. Ça va être pesant déjà qu'on avait les mesures en début d'année. On s'y était fait, enfin en tout cas moi je m'y étais fait. Bon, le masque on va toujours pas s'y faire. Et après, ce qui va être embêtant surtout, ce sera de pas pouvoir sortir, même pas pouvoir aller manger un truc dans un resto à côté, entre midi et deux, vraiment. On va rien pouvoir faire. Ce qui est terrible. Terrible. En plus, est-ce qu'il faudra qu'on remplisse notre autorisation de sortie tous les jours? J'espère pas, parce que sinon ça va être monstrueux. En termes de gaspillage de papier, voilà, tout simplement. Après, on peut le faire par internet aussi, mais voilà, il faudra le faire comme ça, c'est tout. Alors, je vais vous donner 3 conseils pour
ne pas rater votre prépa si vous avez des cours à distance, parce que j'ai eu des cours à distance l'an dernier. Je vais vous donner donc 3 conseils si jamais vous avez à étudier à distance. Alors je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont étudiants en supérieur, donc qui vont de toute façon avoir des cours à distance, mais là je vais surtout parler pour les prépas. Voilà. Alors premier conseil, des 3 conseils. Premier conseil, c'est de vous trouver un bon environnement de travail, c'est-à-dire d'essayer d'avoir, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais un bureau tranquille où vous serez posé et où vous ne serez pas dérangé, quoi. Enfin voilà, où vous pourrez travailler tranquillement, vous pourrez avoir vos cours tranquillement, où vous serez chez vous. Enfin voilà, je sais pas. Mais c'est important d'avoir son petit environnement à soi bien tranquille. Sinon c'est compliqué pour continuer et vraiment pensez-y. Pensez-y, faites ce que vous pouvez pour ça. Prenez une autre pièce s'il faut. Enfin, je sais pas, mais vraiment, c'est important de pouvoir étudier tranquillement quand vous le voulez. Ensuite, ne ratez aucun cours. Alors, ça peut paraître bête comme conseil, mais vraiment, je vous conseille de ne sauter aucun cours. Même si vous dites ah c'est pas très intéressant, c'est un peu long, ça me concerne pas vraiment, je sais pas quoi, ne ratez aucun cours parce que un confinement, des cours à distance, c'est pas des moitiés de vacances, d'accord? C'est vraiment une continuation, une continuité en fait plutôt, et c'est comme d'habitude. Il faut rien rater, il faut pas se dire voilà c'est pas parce que j'ai des cours à distance que je peux les sauter ou quoi. Non, on continue. Normalement vous ne ratez rien, enfin vraiment je vous conseille de rien rater. Sinon après vous allez commencer à vous dire ah je vais pas ce cours, je vais pas celui-ci, je vais pas celui-ci. En fait finalement je fais plus rien et puis finalement c'est les vacances quoi. Mais non. Bon, dernier conseil, qui rejoint un peu celui-ci, c'est de travailler comme d'habitude. Alors là, c'est compliqué. Surtout en prépa, parce qu'en prépa, on a vite... en fait, quand on n'est pas dans le rythme avec le lycée, etc., c'est difficile de retrouver ce rythme-là en étant chez soi. C'est assez difficile, effectivement, et c'est très épuisant. Je vous conseille d'essayer quand même de ne pas être trop relâché. Voilà, vraiment. Sinon, vraiment, le rythme va se déliter et ce sera super dommage. Enfin, voilà. Donc vraiment, faites attention à garder un bon rythme si vous avez étudié à distance. Voilà. Et faites attention aussi à ne pas déprimer si vous êtes tout seul dans votre studio ou quoi. Contactez des gens, etc. Moi, j'ai Darky qui est là pour m'épauler. Voilà, si jamais. D'ailleurs, je vais l'accrocher à la chaise, là. Hop. Est-ce qu'il tient? Ouais, il tient. C'est hyper bien. Eh, c'est trop bien. Ok. Ensuite, mes vacances. Oula. Mes vacances et vos vacances d'ailleurs. Comment se sont passées vos vacances? Est-ce que elles ont réussi? Est-ce que vous avez été productif? Est-ce que vous avez fait des trucs? Moi, j'ai fait déjà une chose qui est hyper bien, c'est que j'ai donné un entretien à Major Prépa, le site des prépas en France, le premier site des prépas éco en France, et pour le coup, c'est vrai. Je sais que tous les sites disent ah oui c'est nous les premiers machin, mais eux c'est vrai ils sont vraiment top. Donc j'ai donné une interview à Major Prépa. Vous pouvez la trouver dans la description parce que je vais mettre le lien. Vous allez apprendre plein de choses parce que je me suis dit que j'allais essayer de parler de pas mal de choses pour que vous appreniez des trucs sur moi étant donné que j'ai pas tendance forcément à parler souvent beaucoup particulièrement de moi dans les vidéos. Donc vous pouvez trouver des choses qui peuvent vous intéresser. Et je sais plus ce qu'il m'avait posé comme question, mais on avait parlé de la prépa, des études, du lycée, etc. Donc voilà, il y a plein de choses dedans qui sont intéressantes. Alors Major Prépa m'a suggéré de vous recommander leur chaîne YouTube. En fait, ils vont faire des interviews de profs, notamment des profs de prépa, concernant la réforme du lycée et concernant l'orientation aussi. Donc, ils vont diffuser plein d'informations pour vous retrouver dans le nouveau monde avec les nouvelles spécialités, etc., l'orientation, prépa, etc. Donc, vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube parce qu'il y aura des interviews et tout, ça peut être intéressant. Je mettrai le lien en description. Voilà, donc ça, c'est bien. Mes vacances. Bon, mes vacances. J'ai eu beaucoup d'ambition. Au départ, en fait, j'ai toujours beaucoup d'ambition, moi, mais j'ai pas tenu, j'ai rien tenu. Je voulais le faire, mais c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Malgré tout, alors il y a certaines choses que j'ai réussi. Ce que j'ai réussi, c'est que j'ai réussi à faire un thème par jour à peu près en
en espagnol et en anglais, donc ça c'est top, vraiment c'est super bien. Faire des thèmes, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai l'impression, même si j'ai encore des difficultés, que j'y arrive mieux, et surtout les thèmes c'était mon point faible. Voilà, donc ça c'est bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Économie, j'ai fiché des cours sur lesquels j'étais en retard. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Culture générale, j'ai rien fait sur l'animal, c'est un truc de dingue, vraiment, je vais être dans un retard monstrueux, on va avoir une disserte qui va arriver dans pas longtemps, je vais devoir tout rattraper, je sais pas, voilà, je sais pas. Sinon, culture générale, j'ai beaucoup lu, mais j'ai rien lu sur l'animal, je suis désolé. J'ai beaucoup lu, je vais vous présenter ça juste après. Beaucoup lu, après en maths, j'ai pas fait grand chose en maths. J'ai fait des annales, j'ai essayé, mais ça m'a saoulé de voir que j'arrivais à faire un seul exercice sur 4 et j'en avais marre. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'en ai marre de faire des trucs et d'arriver à... Ah mais non, et d'arriver à faire plus rien, quoi. Est-ce que vous le voyez si je le mets là? Oula, c'est un peu gênant en premier plan. Bon, voilà, donc maths, j'ai pas beaucoup avancé. Il y a quoi d'autre comme matière? Attends, j'ai parlé de maths, de CG, d'économie et des langues, bah c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ficher des trucs, deux, trois choses. Bon, j'ai pas été très efficace. Je me suis beaucoup reposé. Je me sentais très fatigué. Ouais, je me suis beaucoup reposé. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. On va en parler maintenant. Et en fait, il y a un truc étonnant. C'est que en ce moment, il n'y a plus que, il y a plus que la littérature qui m'intéresse. Vraiment, c'est assez incroyable. Il y a vraiment plus que ça enfin, qui me donne envie de me lever le matin. C'est assez incroyable. Et donc j'ai beaucoup lu, enfin, j'avais beaucoup de curiosité. J'ai regardé aussi beaucoup de cours, des cours qui sont donnés par des professeurs à l'ENS, mais pas que, des cours... enfin, bref. J'ai fait plein de choses. Niveau culture générale, mais voilà, rien sur l'animal, effectivement. Tu tiens bon. Allez hop, on commence donc je vous ai dit, j'ai 12 ouvrages. Ah, avant ça, je vais quand même mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes parce que les gens qui ont des lunettes ont l'air plus intelligents d'un coup. Et comme en fait, tous les gens qui ont des lunettes ont l'air plus intelligents. Or, demain, dans le futur, on aura tous des lunettes parce que on va tous être myopes. Donc, ça fait que à l'avenir, on sera tous plus intelligents. Voilà, on aura l'air en tout cas tous plus intelligents. C'est un syllogisme, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit syllogisme qui est marrant, je sais pas s'il est vraiment véridique. On est déjà à 12 minutes. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Cicéron. Cicéron, l'orateur idéal. Alors en fait, j'avais des problèmes en colle. J'avais des problèmes en colle. Et je me suis dit, plutôt que lire je ne sais quel ayatollah je ne sais quel prophète du développement personnel, je me suis dit que j'allais lire Cicéron. Retour aux bases, on retourne un peu au classique. Il faut que j'arrête de toucher ma table parce que ça va l'air tout trembler en fait, ça va vous déranger. Oh mais, je suis désolé, hein, vraiment pour l'interruption. Donc Cicéron, l'orateur idéal. C'est un ouvrage très intéressant qui est très court et qui reprend... en fait, c'est une lettre qu'adresse Cicéron à Brutus et dans lesquelles il donne un peu sa conception de la rhétorique. Et c'est très intéressant. Notamment les 3 devoirs du discours qui sont le docere, le placere et le movere. Movere, je ne sais pas si je prononce bien en latin, c'est-à-dire instruire, plaire et émouvoir. Et ça, c'est les 3 goals du discours. Il faut y arriver. Et c'est assez intéressant parce que moi, j'ai tendance à m'intéresser uniquement au premier, c'est-à-dire le docere, instruire. Mais il faut savoir un peu émouvoir son jury, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai voulu lire ce livre parce que j'avais vraiment des difficultés en colle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en colle, je commençais à avoir le souffle coupé. Et je commençais à halter. Je sais pas si ça vous arrive, mais vraiment, je gérais super mal ma respiration. Et vraiment, mon discours se délitait. Littéralement, c'était n'importe quoi. Je commençais assez bien, et après, j'arrivais au bout de 5 minutes complètement essoufflé. Je savais plus ce que je disais. J'étais perdu, j'avais plus aucune conviction rhétorique. Enfin, vraiment, j'étais paumé. Donc, je me suis dit, Cicéron va m'aider. Effectivement, il l'a fait. Il m'a remis un peu les choses au clair sur comment faire des bonnes colles. Donc je vous conseille au moins
pour ça, et puis c'est vraiment très court, voilà, vraiment court et intéressant. Ensuite, alors j'ai lu beaucoup de philo, hein, soyez pas surpris. Hop, je pose ça là. Voilà. J'ai lu ensuite Luc Ferry. Luc Ferry, Apprendre à vivre. Alors Luc Ferry, je l'ai trouvé très intéressant. En fait, Apprendre à vivre, c'est un ouvrage qui reprend en fait, qui fait un peu une histoire de la philosophie. Et ça, c'est super intéressant parce que il reprend un peu depuis le début. Il part des Grecs et il avance dans le temps. Et il explique la philo, comment elle a évolué. Et j'en avais besoin parce que mes cours de philo au lycée, et j'ai beaucoup aimé mon professeur qui était très aimable, mais il était étudiant en licence ou un peu plus, donc c'était pas non plus des cours incroyables. Et j'avais besoin vraiment de me remettre en tête l'avancée de la philo et ses grands moments, les grands penseurs qu'elle a eus, faire un point sur les stoïciens, sur Nietzsche, etc. Alors sachez que la présentation que Luc Ferry fait de Nietzsche est super intéressante, super complète, et vraiment il y a une petite centaine de pages sur Nietzsche, et c'est vraiment super bien. Donc vraiment un grand plaisir. Je l'ai lu avec attention, vraiment lentement, pour bien comprendre tout ce qui était dit. J'ai pris des notes, et je suis repassé sur mes notes après, je les ai constituées en petites fiches. Donc vraiment je vous le conseille si vous voulez vous mettre un peu les idées au clair sur la philo. C'était super bien. Ensuite, Derrida. Alors j'ai lu Derrida sur parole. Alors vous savez que j'aime beaucoup en général lire des entretiens. Je trouve que les philosophes sont tellement intéressants quand ils font des entretiens parce que déjà, ils synthétisent leurs pensées. Alors certains diraient qu'ils l'écourtent, qu'ils la trahissent. Mais ils la synthétisent, ils la réduisent et ça fait que c'est compréhensible pour le commun des mortels. Et c'est ce qu'a fait Derrida, en particulier là dans cet ouvrage sur parole. J'ai compris les grands thèmes de sa philosophie. J'ai compris aussi des éléments de sa biographie. Alors ça m'a intéressé parce qu'il disait que ces années de prépa étaient les pires de sa vie et qu'il n'en pouvait plus. Je me suis dit, bah écoute Derrida, moi c'est un peu pareil, hein, vraiment. Voilà, donc témoignage intéressant. Les grands thèmes, alors de quoi il parle? Bon, Derrida, c'est un philosophe déconstructionniste. Voilà. Le déconstructionnisme, c'est très intéressant. Il critique ce qu'il appelle, alors je sais plus c'est quoi, le phallogocentrisme. Voilà, le phallogocentrisme, c'est le fait de mettre le sexe masculin et la réflexion, en fait, d'attribuer, enfin, de faire tourner la réflexion philosophique sur le masculin. Voilà, en gros, c'est ça, et Derrida le critique. Voilà. Donc c'est très intéressant. Par ailleurs, il parle beaucoup du mensonge. Donc vraiment, pour les quelques pages qu'il y a sur le mensonge, c'est très intéressant. J'ai appris qu'on pouvait mentir en disant la vérité. Ça, c'est vraiment incroyable. Autre chose, il parle du secret, il parle de l'hospitalité, notamment chez Lévinas. Donc j'ai découvert Lévinas grâce à Derrida. C'était très intéressant. Donc vraiment, une bonne lecture. Et d'ailleurs, c'est un peu drôle, hein, parce que Luc Ferry critique Derrida dans ce livre. Et bon, vous savez que Luc Ferry et Derrida, c'est un peu des mouvements globalement opposés, quoi, bon, en philo. Et donc, je me suis dit que pour ceux qui passent, d'ailleurs, le concours de Sciences Po cette année, qui ont un thème de culture générale sur le secret, c'est ça, hein, il me semble que c'est ça. Vous allez vous scanner 2 pages de Derrida qui parlent du secret, vous pourrez mettre en pause si ça vous intéresse. Voilà, hop, 1, 2, 2, 1, 0. Allez hop. Ensuite, j'ai lu Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture. J'ai eu un petit peu de mal avec Roland Barthes, je vous avouerai. Alors, Barthes a un style vraiment difficile. Voilà, on va dire ça, c'est un très beau style, vraiment. Barthes, c'est merveilleux, enfin, il nous fait voyager. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on voyage, et moi, je suis un petit peu perdu quand je lis Barthes. Surtout la première partie de cet ouvrage, elle est vraiment très intéressante, hein, bien sûr, mais alors incompréhensible. Surtout la partie qu'est-ce que l'écriture? Et y a-t-il une écriture poétique? Mais alors vraiment, c'est sûrement très intéressant, mais j'ai pas du tout compris. La deuxième partie de l'ouvrage, vous voyez, deuxième partie est plus intéressante déjà. Il parle de thèmes qui sont un peu plus compréhensibles, comme triomphe et rupture de l'écriture bourgeoise, écriture et révolution. Et ensuite, il y a dans cet ouvrage des nouveaux essais critiques qui sont, eux, très intéressants
parce que Barthes s'attarde effectivement sur La Rochefoucauld, sur d'autres auteurs, sur l'encyclopédie, c'était très intéressant. On en fait une critique. C'est très intéressant. Très très intéressant. Enfin voilà, je sais pas trop comment vous le dire. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre. C'est sûrement trop littéraire pour moi. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'aime beaucoup Barthes. Si vous voulez commencer Barthes, je vous conseille de commencer avec les mythologies. Voilà. Mythologie, c'est vraiment bien, intéressant. C'est de l'actualité à la limite. Mais de l'actualité des années 50-60, ça a beaucoup beaucoup de valeur. Ensuite, alors ça c'est pour vous faire peur, Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Alors, j'ai pas évidemment lu l'ouvrage, je dis évidemment, mais voilà. En fait, j'ai lu les avant-propos que m'avait conseillé ma professeure de culture générale. Et les avant-propos, il faut s'accrocher pour les lire. Vraiment, les avant-propos, ils sont difficiles. Il y a 2 pages que j'ai super bien compris, le reste, j'ai eu du mal à comprendre. C'est pour comprendre qu'est-ce que la phénoménologie. Voilà. Phénoménologie de la perception, lisez l'introduction. Intéressant. Ensuite, alors je voulais pas vous... Je crois que je voulais vous lire un passage de Barthes, mais c'est pas grave. Je vous lirai un passage de celui-ci en revanche. Alors celui-ci, c'est un ouvrage incroyable. C'est un ouvrage stupéfiant. J'ai lu beaucoup d'ouvrages stupéfiants pendant ce mois-ci. Mais lui, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, il s'agit d'Alexandre Coiré, du monde clos à l'univers infini. Alors, Alexandre Coiré, c'est un historien des sciences. Il est incroyable. Alors, dans cet ouvrage, du monde clos à l'univers infini, Coiré, en fait, développe sur la rupture qu'il y a eu lorsqu'on a découvert que le monde n'était pas fini. Parce qu'avant, on pensait que le monde était fini. Vous savez, on pensait que déjà que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de la Terre, etc. Et que le monde, en fait, était limité au système solaire et que le monde est fini, il est clos, il est harmonieux. Et ça, c'est la conception du monde qu'on avait avant. Et après sont venus ceux qui ont mis en doute cette conception du monde. Notamment, alors, vous les connaissez, Copernic, Galilée, Newton, voilà, pour citer les plus connus, qui ont mis en doute cette conception et qui ont théorisé et qui ont même, j'ai envie de dire, prouvé un univers infini. Et c'est un énorme changement. Parce que vous passez d'un monde qui est fini à un monde qui est infini. Nous, on ne peut pas se rendre compte. On peut pas se rendre compte. Mais pour les personnes qui habitaient en ces temps-là, c'est quoi? C'est 14e, 15e, 16e siècle. C'est vraiment le bouleversement absolu. C'est vraiment une remise en cause de l'ensemble de leurs croyances. Et c'est cette révolution qu'illustre en fait Alexandre Coiré. Alors il y a plusieurs choses dont j'aimerais vous parler sur cet ouvrage précisément. Déjà, c'est le désenchantement du monde. Vous connaissez sûrement ce concept de désenchantement du monde. On dit que quand la religion a quitté a quitté sa domination sur le social en quelque sorte, il y a eu un désenchantement du monde. Et le monde est devenu scientifique et plus enchanté. Et le monde enchanté, ça peut paraître bête comme expression, parce qu'on se dit, le monde enchanté, la flûte enchantée, je ne sais quoi. Mais le monde enchanté, c'est cette conception que le monde est harmonieux et qu'il y a des vérités qu'on ne pourra jamais comprendre. Et c'est illustré encore par des grands savants, comme Galilée. Et moi, j'étais stupéfait parce que je pensais que les hommes de science, c'est un peu tous les mêmes, si vous voulez. J'avais cette vision très stéréotypée de l'homme de science, hyper scientifique, qui s'attache uniquement aux faits, etc. Mais j'ai appris que les hommes de science sont profondément religieux. Et même Einstein était profondément religieux. Il le dit. Mais par exemple, Galilée pensait que sur les autres planètes, sur la Lune, par exemple, vivaient d'autres êtres. Et il disait, par exemple, mais voyez, pour parler de la place dans l'univers, il disait, voyez, nous on voit les étoiles comme ça, là, on les voit telles qu'elles sont, mais pensez aux habitants des autres systèmes lointains, eux, ils n'ont pas le même ciel que nous, ils ne voient pas les étoiles au même endroit que nous. Et ça, déjà, il fallait le dire, si vous voulez, c'était pas une évidence. Pour nous, c'est évident. Mais à l'époque, il fallait déjà le dire. Et ce qui est drôle, c'est que Galilée dit qu'il y avait effectivement des habitants sur les autres planètes qui regardent les étoiles aussi, machin. C'est intéressant comme idée. Alors, ensuite, il y a beaucoup de choses que j'ai eu du mal à comprendre parce que
c'est quand même écrit avec... comment dire? C'est pas une lecture facile, voilà. Il faut quand même un peu s'accrocher pour bien comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais bien vous parler un peu de Newton. J'aimerais vous dire deux choses sur Newton. Premièrement, la théorie des lieux absolus de Newton. Ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est un truc que j'ai bien compris. Alors, j'ai pas compris le mouvement absolu. Par contre, le lieu absolu, j'ai compris. Alors, vous savez que quand on parle d'un lieu, on parle toujours d'un lieu relativement à quelque chose. Par exemple, si je vous dis, je suis sur ma chaise, bah, c'est vrai relativement à tout ce qui m'entoure. Donc si je vous dis, bah voilà, je suis ici, enfin voilà, je bouge pas. Vous allez me dire, c'est normal, je bouge pas là. Mais en fait, je suis en mouvement. Je suis en mouvement parce que, vous le savez, la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil se déplace lui aussi. Donc, je suis en fait en perpétuel mouvement, mais ça se voit pas. Donc, quand je dis que je ne bouge pas, je dis que je ne bouge pas relativement à ce qui m'entoure. Mais dans l'absolu, je suis en déplacement. Et c'est ça la théorie du lieu absolu de Newton, c'est que si on prend une carte de l'univers, qu'on met un point là où je suis, on va voir que je suis toujours en déplacement. Et donc, que je ne serai jamais au même endroit. Ça veut dire qu'à chaque seconde qui passe, je suis en train de me déplacer. Et je ne suis pas au même endroit que là où j'étais la seconde d'avant. Et là depuis que j'ai commencé cette vidéo, j'ai parcouru, je sais pas, des kilomètres. Enfin, après, je connais pas bien les vitesses, mais enfin voilà. Il est donc cette image du lieu relatif, enfin du lieu absolu, c'est un espace qui est à cet endroit dans l'espace et qui ne dépend pas de la planète, de ce qu'il y a autour de moi, etc. Est-ce que vous comprenez le truc? Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, on est en fait toujours en mouvement. On est toujours en mouvement, on n'est jamais au même endroit au sens strict. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, dernière chose que j'aimerais vous dire sur Newton, c'est que alors ça c'était incroyable aussi, Newton est profondément religieux lui aussi. Alors je vais vous lire un extrait où j'ai mis mon petit papier. Ah, il est là. Un petit extrait qui est intéressant et qui illustre la conception du monde de Newton. Alors, je vous lis assez rapidement. Les 6 planètes principales font leur révolution autour du Soleil dans des cercles qui lui sont concentriques. Elles sont toutes à peu près dans le même plan et leurs mouvements ont la même direction. Les 10 lunes qui tournent autour de la Terre, de Jupiter et de Saturne dans des cercles concentriques à ces planètes se meuvent dans le même sens et dans les plans des orbes de ces planètes à peu près. Tous ces mouvements si réguliers n'ont point de cause mécanique, puisque les comètes se meuvent dans des orbes fort excentriques et dans toutes les parties du ciel. Cet admirable arrangement du Soleil, des planètes et des comètes ne peut être que l'ouvrage d'un être tout-puissant et intelligent. Et si chaque étoile fixe est le centre d'un système semblable au nôtre, il est certain que tout portant l'empreinte d'un même dessein, tout doit être soumis à un seul et même être. Car la lumière que le Soleil et les étoiles fixes se renvoient mutuellement est de même nature. De plus, on voit que celui qui a arrangé cet univers a mis les étoiles fixes à une distance immense les unes des autres, de peur que ces globes ne tombassent les uns sur les autres par la force de leur gravité. Donc, il y a bien un être qui a disposé l'univers d'une certaine manière. C'est super intéressant. Parce que Dieu a sa place dans cette conception-là. Dieu a sa place. Et une autre chose qui est alors très aussi, encore une fois, très intéressante, c'est la question de l'infini. L'infini. On n'a pas réussi, en fait, ils n'ont pas réussi à dire que l'univers était infini. Parce qu'ils n'osaient pas le dire. En fait, c'est pas vraiment qu'ils n'osaient pas, mais c'est qu'ils ne pouvaient pas le concevoir. Et personne ne peut le concevoir. Mais, en fait, pour eux, la seule chose qui peut être infinie, c'est Dieu. Et l'univers est nécessairement contenu dans Dieu. Et donc l'univers ne peut pas être infini, parce que la seule chose infinie, c'est Dieu. Donc l'univers ne peut pas être infini, mais pourtant il ne peut pas être limité. Parce que s'il était limité, ça ferait pas de sens. Enfin, on ne pourrait pas, comme ils le disent, avec l'exemple de l'amant, on ne pourrait pas passer notre main à travers la limite. C'est pas possible. Donc l'univers n'est pas limité et il n'est pas infini. Mais alors il est quoi?
Et là, les scientifiques disent il est indéfini. Et c'est une manière très intéressante de récuser la difficulté. Bon, c'est pas infini, c'est pas fini, c'est indéfini. Voilà, parce qu'on ne peut pas être infini vu que Dieu est infini. Voilà. Intéressant. Alors j'ai passé beaucoup de temps sur cet ouvrage, mais il m'a vraiment marqué. Voilà, il m'a vraiment marqué. Vraiment super intéressant. Super intéressant. Ensuite, un ouvrage de sociologie. J'ai lu Bernard Lahire dans les plis singuliers du social. Alors voilà, je vous le présente, voilà, Bernard Lahire. J'aime beaucoup Bernard Lahire. Dans les plis singuliers du social. Alors bien, Bernard Lahire, il a une conception vraiment incroyable. Moi j'aime beaucoup son approche. En fait, Bernard Lahire, je vais arriver à le dire. Bernard Lahire conçoit l'individu. En fait, il comprend le social à partir de l'individu. Il examine le social au niveau individuel. Mais il faut bien ne pas se méprendre, parce qu'il y a beaucoup de sociologues qui se méprennent sur la position de Lahire, et si j'arrive à vous faire comprendre quelle est sa position, bah, ce sera déjà un bon truc de gagner, quoi. Donc Bernard Lahire observe le social à l'échelle individuelle, parce qu'il dit que chaque individu est un ensemble de plis singuliers du social. C'est un ensemble de mélanges, d'influences de socialisation qui lui sont uniques. Et Bernard Lahire, il faut bien le différencier de deux choses. Il faut bien le différencier des sociologues. Alors vous savez, en sociologie, il y a deux grands courants. Il y a globalement la sociologie de l'acteur, qui considère que l'acteur est libre et que l'acteur se fait, qui tient notamment avec Hayek, et avec Boudon, par exemple, en France et d'autres aux États-Unis. Et la sociologie, plutôt du déterminisme et des classes sociales, qui est plutôt d'obédience marxiste, voilà, qui considère les groupements, les groupes sociaux, les déterminismes, les influences de l'origine, etc. Là, on retrouve par exemple Bourdieu. Bon. Bernard Lahire, il se singularise de toutes ces positions. C'est pas un philosophe du déterminisme. Enfin, en tout cas, à strictement parler. C'est pas un philosophe, un sociologue, pardon, parce que il nous dit qu'il faut observer l'individu. Que l'individu n'est pas... Alors, l'individu est soumis à des expériences de socialisation, donc il est déterminé d'une certaine manière. Mais il est déterminé toujours dans un certain contexte. Et la détermination, en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a une pluralité de détermination. Que c'est pas parce que vous êtes fils d'ouvrier que vous allez avoir une vie déterminée par un déterminisme qui est propre aux fils d'ouvrier. Ouais. En fait, l'individu a énormément d'expériences de socialisation différentes. Et en cela, Bernard Lahire parle de l'homme pluriel, qui a beaucoup d'expériences différentes. Et donc, c'est pour ça que chacun est unique, justement. Donc, il y a bien des déterminismes, mais ils sont, comment dire, ils sont pas limitants dans ce sens-là. Il n'y a pas un grand déterminisme global, si vous voulez. Enfin, c'est énormément d'expériences singulières qui s'actualisent dans un certain contexte. Et ensuite, il se différencie aussi des sociologues de l'acteur, de l'individu qui a sa pleine liberté, etc. Parce que justement, il dit que l'individu a des déterminismes qui sont liés à son contexte de socialisation, aux institutions, etc. Donc il a une vision très originale, moi je trouve, c'est-à-dire qu'il observe le social à partir de l'individu. Parce qu'il nous dit le social, en fait, repose sur l'ensemble des individus qui sont passés par lui. Voilà, qu'est-ce qu'une institution si on ne parle pas des individus qui la composent et qui la font vivre. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et j'aimerais vous lire un petit passage. Oh là là, on est déjà à 33 minutes, je vais me dépêcher. Un petit passage. Alors, le déterminisme sociologique n'est pas réductible au déterminisme par le milieu social, qui laisse toujours une part des comportements inexpliqués et indéterminés. Parce que le social n'est justement pas synonyme parfait de classe sociale ou de groupe social, et que les différences sociales ne sont pas seulement différences entre groupes ou classes. Le véritable déterminisme sociologique, beaucoup plus subtil, met en jeu le social incorporé. Des individus qui ont été socialisés différemment en tant que filles ou garçons, enfants d'ouvriers ou de bourgeois, appartenant à un milieu familial protestant, catholique ou musulman, enfants uniques ou issus d'une grande fratrie, etc. Donc le social incorporé et les contextes relationnels, pratiques et institutionnels au sein desquels le social incorporé est conduit à s'actualiser.
Bref, plutôt que la vision simpliste d'un déterminisme massif par la classe sociale d'origine qui est impuissant à tout expliquer et donne des raisons aux amoureux de la liberté sans attache ni racine de résister à l'idée de déterminisme, il faut penser à un écheveau de dispositions et de conditions variables de leur mise en œuvre qui déterminent à chaque moment chaque individu relativement singulier. Et il continue. On remarquera que cette sociologie est indissociablement dispositionnaliste et contextualiste, et qu'elle se distingue à la fois des sociologies qui négligent les contextes, en expliquant tout par la culture, la mentalité, le code de comportement ou le système de disposition dont seraient porteurs les individus, et des sociologies qui, à l'inverse, mettent toute l'explication du côté des contextes, de leur structure, de leur affordance, de leurs règles ou de leurs conventions. Voilà. Donc pour moi, il est super intéressant. Enfin, vraiment, pour moi, je sais pas, c'est pas un stéréotype. Voilà, c'est pas un stéréotype, un lieu commun de la sociologie. C'est vraiment une réflexion approfondie, critique, très 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 intéressante. Je voulais lire un peu de sociologie en fait pour pas oublier ce que c'est, et puis ça me plaît la socio. Et puis j'aimais aussi beaucoup Bernard Lahire de mes cours de socio, donc c'était intéressant. Je ne vous recommande pas de commencer la sociologie avec cet ouvrage. Il vous faut quelques bases avant, mais néanmoins, si vous connaissez un peu déjà la socio, vous gagnerez beaucoup à lire Bernard Lahire. Voilà, alors il nous reste 36 minutes. Oh mon dieu, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, c'est pas grave. On continue. Borges, Art poétique. Arte Poética, que j'ai lu en espagnol. Je commence à m'améliorer en espagnol. J'avais envie de lire un peu en espagnol. J'avais envie de lire Borges parce que j'aime beaucoup Borges. C'est un ensemble de petites conférences qu'il a données qui sont très intéressantes, qui parlent de poésie. Moi j'aime la poésie, j'en lis pas beaucoup malheureusement, mais j'aime bien ça. Et ça m'a beaucoup plu de découvrir ça. Alors de quoi il parle? Il parle de El enigme de la poesía, la metáfora, el arte de contar historias, la música de las palabras y la traducción. Ça, c'était intéressant, mais la métaphore, c'était la plus intéressante. Au niveau de la langue, c'est pas trop difficile. Bien sûr, c'est quand même une langue littéraire, mais qui est parlée. Voilà, qui est parlée, qui est prononcée en conférence, donc c'est pas si difficile que ça, vraiment. Vraiment. Puis on apprend aussi on découvre aussi des auteurs anglais, parce que Borges, en fait, lit beaucoup d'anglo-saxons. Voilà, j'étais surpris. On continue. C'est toujours pas fini. Hervé Guibert. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Alors ça, c'est un des livres qui m'a le plus intéressé. Vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, ça raconte... Il y a beaucoup de choses là-dedans. Enfin, le thème principal de cet ouvrage, c'est le sida. C'est le sida et la vie face au sida. Alors, la première moitié du livre est raconté, est surtout centré sur le personnage de Musil. Musil, c'est qui? Musil, en fait, c'est l'avatar de Michel Foucault. Michel Foucault, vous le savez peut-être, est mort en 1984 du sida. Et Hervé Guibert, il se trouve, était un grand ami de Michel Foucault. Et il raconte sa fin de vie, en gros. Il raconte ce qu'il a vécu avec Michel Foucault et comment s'est déroulée sa mort, quoi, voilà. Déjà, ça, c'est très touchant. Vraiment, il y a toute une première partie de cet ouvrage qui est centrée là-dessus. C'est très, très touchant. Ensuite, il y a une deuxième partie de l'ouvrage qui porte sur Hervé Guibert lui-même, qui découvre lui aussi qu'il a le sida, qu'il est atteint du sida. Et là, commence un truc qui est incroyable. Un truc qui est incroyable, c'est... Comment dire? C'est un contre-la-montre sordide, si vous voulez, vraiment. Parce que, à partir du moment où il sait qu'il a le sida, bon, déjà, il y a beaucoup d'hésitation. Parce qu'à l'époque, et on se rend pas compte, hein, mais à l'époque, il y avait encore plus de fake news sur le sida qu'il y en a sur le Covid aujourd'hui. Hein, vraiment, soyons clairs, à l'époque, c'était un truc incroyable parce qu'en plus, c'était muselé. On ne parlait pas du sida. C'était vraiment un sujet de tabou. La Covid, on en parle tout le temps, tous les jours, dans la presse, etc. Le sida, non. Le sida, c'était une honte de l'avoir à l'époque. C'était une véritable honte. Et c'était incurable. Donc, enfin, ça allait. Et donc, c'est une descente aux enfers, si vous voulez. C'est une descente aux enfers. À partir du moment où il apprend qu'il a le sida, il doit vivre 3 ans, 4 ans
sachant qu'il va mourir au bout. Et ça, c'est incroyable parce que vous voyez votre horizon temporel et vous vous dites, vlan, c'est fini. Dans 3 ans, c'est fini. Et c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant parce qu'il y a un monde qui s'écroule. Et il y a un monde qui s'écroule. Et c'est pour ça que cet ouvrage est vraiment très, très cathartique. Il a vraiment une fonction cathartique parce que, si vous voulez, on a pitié. On s'identifie au personnage et on a pitié d'eux parce qu'on se dit, mais ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi qui apprend que je vais mourir bientôt et que j'ai plus que 3 ans à vivre. Et qu'est-ce que je vais faire de ces 3 ans? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je fais le tour du monde? Est-ce que je me suicide de suite parce que la suite ne vaut pas la peine d'être vécue? Enfin voilà, c'est vraiment des questions lourdes qui se posent. Et donc vraiment, il y a une fonction cathartique dans cet ouvrage qui est incroyable. C'est la meilleure sensibilisation qu'on peut trouver contre le sida. Voilà, vraiment, c'est très touchant, très fort. L'expérience de Michel Foucault est émouvante au possible, vraiment. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur Michel Foucault. Ça m'a donné envie de le connaître et de lire un petit peu ses œuvres. Donc je me mettrai à lire Michel Foucault, voilà, parce que vraiment, il y a beaucoup d'intérêt à cela. Très intéressant. Il y a aussi donc une question de l'espoir. Ce livre est dédié à l'ami qui ne lui a pas sauvé la vie, à l'ami qui lui a fait croire qu'il pourrait le guérir du sida. Et donc il a cru, il a cru qu'il pourrait être sauvé du sida, et d'où Linky Pete célèbre. J'ai eu le sida pendant 3 mois. Voilà. Un livre, voilà, touchant, très touchant. Une dernière chose que je voulais dire. Alors, il y a quelques scènes explicites. Voilà, je sais pas si ça vous dérange, en tout cas. Je vous le dis, voilà. Ensuite, Vintage Morrison, Beloved. Alors, je voulais lire un livre sur le Black Struggle. Vous savez, la question noire aux États-Unis, avec toute l'actualité qu'il y a avec Black Lives Matter, etc. Je me suis dit, ce serait bien que tu te renseignes un petit peu là-dessus, que tu t'immerges, allez, quelques heures dans cette culture américaine, dans cette question noire, voilà, que tu comprennes un petit peu ce qui se passe, voilà. Parce que c'est vrai que quand on est français et qu'on voit un petit peu les États-Unis, bah, on comprend pas très bien parce qu'on n'a pas le même système référentiel, on voit pas trop. Enfin, c'est ça. Enfin, voilà, on voit ça au Canada aussi, entre le Canada anglophone et le Canada francophone. Il y a toutes des conceptions différentes de la question du racisme en particulier. Bon. Morrison Beloved. Donc, Morrison a eu le prix Nobel de littérature en 98 ou 99, je sais plus, pour cet ouvrage. Donc, c'est vraiment un grand ouvrage de littérature américaine. C'est très émouvant, c'est touchant. C'est le récit de l'esclavage au 19e siècle. Mais c'est pas juste le récit de l'esclavage, c'est un récit d'une personne qui a vécu et qui est encore hantée par des fantômes. Alors, j'ai pas encore fini l'ouvrage. Néanmoins, là où j'en suis, c'est déjà très très intéressant et on apprend beaucoup de choses sur la question noire. Et ça m'a rappelé d'ailleurs un petit peu Dickens, en fait, quand il parlait de la Révolution française, hein, vraiment, avec toutes les tortures et comment dire, enfin, toutes les injustices, toute la haine. Enfin, c'est assez stupéfiant. Et puis on se dit après qu'effectivement, quand on parle de ce qu'on dit, vous savez, l'expression The original sin of the country, les États-Unis, le péché original, c'est effectivement le racisme, l'esclavage. Et ce livre permet enfin, c'est une clé un petit peu pour le comprendre. Voilà. Donc vraiment, je vous le recommande. Ensuite, Bulgakov, J'ai tué. Bulgakov, vous savez, j'adore Bulgakov. J'ai tué, donc j'ai lu J'ai tué. J'ai beaucoup aimé, c'est une petite nouvelle très courte, intéressant. Un docteur qui a effectivement tué son patient. Pourquoi l'a-t-il tué? L'a-t-il fait par devoir? L'a-t-il fait par folie? L'a-t-il fait pour son intérêt personnel? A-t-il des remords? J'ai tué, voilà, j'assume d'avoir tué. C'est étonnant, surprenant. C'est Bulgakov, c'est-à-dire que on est captivé par cet environnement, qui est celui de la révolution russe, avec les rouges, etc. Je vous recommande, alors cet ouvrage est effectivement très intéressant. J'ai préféré, pour commencer Bulgakov, lire
les récits d'un jeune médecin. Les récits d'un jeune médecin que j'ai lu l'an dernier. Je vous les recommande si vous voulez commencer Bulgakov. Vraiment, c'est un auteur super, 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 super bien. Moi, j'adore. Le dernier, on va finir sur les 45 minutes, c'est Yankelevitch, La musique et l'ineffable. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, donc je ne l'ai pas encore fini. Très 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 intéressant, La musique et l'ineffable. Alors, je voulais en fait lire un petit peu sur la musique pour avoir quelques références et quelques pistes pour comprendre un petit peu la musique, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui s'attardent dessus, mais sans toujours développer, c'est pas toujours très clair. Yankelevitch a une manière d'écrire qui est assez incroyable parce que il vous plonge dans des images de musique. Et c'est juste dingue. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire quand on est déjà amateur de musique classique. Et là, vous allez connaître les références de Yankelevitch, vous allez savoir donc de quoi il parle, et vous allez avoir des sons et des images qui vont vous venir à l'esprit au fil des pages. Et ça, c'est très beau, c'est très intéressant. Moi, c'est pas trop le cas parce que j'ai pas beaucoup de références en musique classique. Pourtant, j'adore ça. J'écoute pas souvent, malheureusement. C'est très, très, très intéressant, c'est très beau. Alors, il cite beaucoup de compositeurs classiques et c'est assez incroyable. Tout ce qu'il arrive à entendre et à trouver dans leur composition. Enfin, moi, j'aime beaucoup, ça m'a donné envie d'écouter plein de musique. J'adore. La musique, elle est ineffable. L'ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qui est... c'est pas incompréhensible, mais c'est inexplicable. C'est comme ça et on voit pas trop... On peut pas assigner à des codes. Enfin, voilà. Très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, il fait déjà nuit. Il fait déjà nuit. J'ai mis mes playlists, en fait, si ça vous intéresse, sur ma chaîne. J'ai mes playlists de musique qui sont en public. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. J'écoute beaucoup d'électro. J'écoute beaucoup d'électro. J'écoute de la variété française. J'ai adoré. J'ai réécouté ma playlist de variété française tout à l'heure. J'ai adoré. On était si romantiques à l'époque. C'est dingue. C'est tellement beau, je sais pas, c'est si parlant, enfin bon. Voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. Dites-moi vous, ce que vous écoutez comme musique, si vous voulez le partager, ça peut être intéressant. Moi j'écoute donc beaucoup d'électro, je vous l'ai dit. Voilà, on a fini alors pour cette vidéo. Est-ce que je vous ai dit vraiment tout ce que je voulais? Je regarde bien. Alors j'ai dû oublier des choses. Bon, c'est pas grave. Je vous ai parlé quand même de 12 ouvrages, ce qui est beaucoup. J'aurais pas le temps de lire autant, mais la littérature en ce moment, enfin, ça m'a vraiment inspiré. Et puis c'était vraiment ce qui me donnait envie vraiment d'étudier. Enfin, je sais pas, c'est ce qui m'a intéressé vraiment, et je suis content de l'avoir fait. Et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, Darky, on va se quitter là-dessus. Mettez-moi en commentaire votre période, votre petit bilan, vous aussi, de ce mois. Moi, je vous l'ai dit, bilan, je me suis bien reposé, puis j'ai travaillé un petit peu, j'ai beaucoup lu, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Et parlez-moi, bien sûr, j'ai fait oublier de vous le dire, de vos lectures de ce mois-ci, et même des mois d'avant, parce que je ne vous l'ai pas demandé dans les dernières vidéos. Donc si vous voulez partager vos lectures, allez-y, ça pourrait être intéressant. Je vous souhaite bon courage pour la suite, et on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!